Bonjour Alain Minc. Bonjour. Le gouvernement a été constitué, le premier conseil des ministres a eu lieu hier. Est-ce qu'il reste encore une droite et une gauche avec ce gouvernement qui va piocher un peu tous azimuts? Avant de vous répondre, je ne voudrais pas que notre capacité d'étonnement s'émousse trop vite. Vous auriez reçu à cette table, il y a 6 mois, quelqu'un qui vous aurait dit Macron président, Édouard Philippe Premier ministre, Bruno Le Maire ministre de l'économie. Vous vous seriez dit, ce fou, je ne le recevrai plus jamais. Voilà un auteur de fiction. Voilà un auteur de fiction. Enfin, pour un bookmaker, c'était à 1 sur 1 million. Alors maintenant, on a ce territoire complètement neuf, à peine défriché. Est-ce qu'il reste une droite et une gauche? Il y a un mystère, c'est la disparition de la gauche. J'ai du mal à comprendre comment une grande tradition historique... Le PS, la gauche socialiste. La gauche socialiste, la gauche qui va de Blum à Mitterrand, parce qu'il reste une gauche Mélenchon, hein, qui est certainement en partie chez Mélenchon. Je pense qu'il y a une illusion Mélenchon et que cette gauche-là n'aura pas complètement disparu, même si elle va être balayée aux élections législatives. La droite, je pense qu'il y a 2 droites et qu'elles vont apparaître de plus en plus. Au fond, je ne sais pas si En Marche, ce nom de parti auquel il faut s'habituer, aura la majorité absolue. Mais de toute manière, maintenant, la droite est un salami, comme disait Staline. S'il lui manque une tranche supplémentaire, Emmanuel Macron ira la découper en offrant un ministère de plus. Vous ne croyez pas que les Républicains puissent survivre aux élections législatives? Ça veut dire que, selon vous, il y aura une scission? Je pense qu'il y aura une scission, je pense qu'il y aura une droite dure qui demeurera, qu'un jour cette droite dure, quand le Front National aura muté, aura accepté l'euro et sera devenu une espèce de CSU à la française, créera une relation d'association et à l'évidence de coopération avec lui, et que c'est là qu'il y aura une opposition de droite. Mais je n'arrive pas à imaginer, vu ce qui se passe, que si En Marche n'a que 240 députés, il ne trouve donc moins de la majorité. Moins que la majorité, il ne trouve pas les 50 députés de droite supplémentaires en échange d'un ministère de plus. Une des questions sera évidemment... C'est la réserve présidentielle, en quelque sorte. Une des questions sera évidemment de savoir quel est le groupe parlementaire le plus puissant. Si c'est les Républicains, alors c'est les Républicains qui gouverneront. Mais vous dites encore les Républicains? Pour l'instant, ils existent, pardon. Oui, mais quand vous voyez les tensions, non, c'est pas les Républicains. Le président de la République payera un peu plus cher. Voilà. Mais... Sur quoi est-ce que le PS, ce qu'il en reste, peut se reconstruire? Il ne peut se reconstruire que sur l'échec de l'expérience et de la tentative Macron. Donc, dans la mesure où je crois que nul ne peut souhaiter cet échec, nul ne souhaite qu'il se reconstruise, au moins à court terme. Vous avez observé de près les premiers pas d'Emmanuel Macron, la séquence entre son élection, sa déambulation dans la cour du Louvre, et puis la remontée des Champs-Élysées dans un commande-car, et puis la nomination d'un Premier ministre et de gouvernement. Quel regard vous portez sur tout ça? D'abord, le maniement des symboles. Non, mais d'une certaine façon, alors c'est étonnant de dire ça d'un homme de 39 ans, c'est le retour à la posture la plus gaulienne qui soit. Mais pas seulement dans les apparences et un vrai culte de la Ve République que Macron a toujours eu, c'est en réalité dans la tentative politique. Je crois qu'en fait, on assiste à la première tentative de recomposition politique depuis 1958. Et c'est intéressant sur le plan institutionnel. Au fond, la Ve République aura connu 3 moments. Sa construction, avec une recomposition politique, sa capacité d'avaler l'alternance en 81, et aujourd'hui, à l'intérieur d'institutions que plus personne ne conteste, une nouvelle capacité de transformation politique. Avec des équilibres différents, mais est-ce que ça ne rappelle pas ce que Valéry Giscard d'Estaing avait réussi en 1974? C'est un homme du centre qui avait été élu. Mais Valéry Giscard d'Estaing, dont l'audace était inférieure à celle d'Emmanuel Macron, n'avait pas dissous. Il aurait réussi s'il avait dissous et s'il avait essayé de casser la partie de la droite qui avait voté pour lui tout en le détestant. Et cette année, pas besoin de dissoudre puisque les élections législatives sont calées sur la présidentielle. Mais même si elles n'étaient pas calées, tel qu'est Macron, il aurait dissous. Il aurait dissous. Hier au Conseil des ministres, le nouveau président de la République a rappelé ou a informé les débutants en politique des règles minimum, confidentialité, respect de la solidarité gouvernementale. Ça a eu l'air d'étonner ici et là. On avait pris d'assez mauvaises habitudes. Voilà. Est-ce que c'est pas simplement un retour à la règle normale? C'est le retour à la normale. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de gens de grande qualité, mais qui sont des débutants politiques. Alors précisément, ce gouvernement qui a été construit en allant piocher un peu tous azimuts,
est-ce qu'il est, sur le papier, autre chose qu'un assemblage de briques et de broc, et est-ce qu'il n'est pas potentiellement une source de conflit important entre les membres ou entre, je pense à Nicolas Hulot et à Emmanuel Macron? Non, il n'y a qu'une seule bombe flottante dans ce gouvernement, c'est Nicolas Hulot. Alors la question, Nicolas Hulot, il est en face de son destin. Où il peut être Jean-Jacques Servan-Schreiber avec Valéry Giscard d'Estaing, ça ne dure pas. Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'est 9 jours. 9 jours. Bon, là, ça devrait durer au moins jusqu'aux législatives. Ou alors, il découvre le plaisir de la responsabilité ministérielle, donc des compromis. Mais ça veut dire qu'il y a eu un deal? Je ne sais pas. Forcément. Il y a un deal. L'un des deux, soit Emmanuel Macron, soit Nicolas Hulot, a mis un mouchoir sur un certain nombre de ses convictions. J'ai tendance à penser que c'est plutôt Nicolas Hulot, mais... Oui, enfin, j'ai trouvé qu'il était très ministériel quand il acceptait un médiateur pour Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'était plutôt encourageant. Donc, ça veut dire qu'il commence à en rabattre sur ses convictions, c'est ça? On verra, mais de toute façon, une fois la majorité gouvernementale établie, ça ne devient plus un phénomène fondamental. Cette fascination pour la société civile et le fait qu'il y ait, pour une fois, la moitié des membres du gouvernement qui est issue de la société civile, est-ce que c'est une bonne nouvelle? D'abord, c'est pas la première fois. Rappelez-vous Michel Rocard. Michel Rocard avait eu un contingent incroyablement important, presque la moitié. On va pas faire non, mais je veux dire, c'est une fascination classique. Le vrai problème des gens de la société civile, ce n'est pas leur dialogue avec l'opinion, parce qu'ils entrent face à l'opinion avec un avantage. Le vrai problème, c'est le chaudron parlementaire. C'est-à-dire comment ils résistent à cette espèce de dépucelage auquel les députés jaloux les soumettent. C'est violent, on va voir. d'ailleurs. Et c'est incroyablement violent. Alors on a connu les plus grandes réussites et les plus grands échecs. N'oublions pas quand même que la femme la plus populaire de France venait de la société civile. Je veux dire, Simone Veil en 1974, c'est la société civile. Mais qui avait subi à l'Assemblée nationale, à l'occasion de sa loi sur l'avortement, une attaque d'une violence et d'une vulgarité qui n'est aujourd'hui plus de mise. Donc, de toute façon, on verra. Ils sont maintenant en réalité dans le four. On verra ceux qui sortiront. Un dernier mot, puisque vous aimez les stratégies politiques, un dernier mot sur le choix d'Emmanuel Macron de confier Bercy, c'est-à-dire la politique économique, à 2 ministres de droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour les tenir? Est-ce que c'est pour leur faire avaler une forme de couleuvre énorme qui est la politique d'Emmanuel Macron défendue par la droite? D'abord, la politique d'Emmanuel Macron sur le plan économique est quand même une politique libérale. Et chacun sait bien que dans sa tête, il est plus libéral que son programme ne l'était. Oui, mais quand on se concentre par exemple sur la CSG, Bruno Le Maire voulait une baisse de la CSG, il va devoir mettre en place une hausse. Il mettra une hausse de la CSG. Ouais. Mais c'est quand même là qu'est l'habileté à l'égard de l'électorat de droite. Puisque, qu'est-ce qu'on dit à l'électorat de droite? On leur dit, vous risquez d'avoir une politique économique qui vous va, et vous avez en face de vous un président de la République qui séduit le monde entier. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé qui me paraît beaucoup plus importante que tout cela, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement le plus pro-européen des 50 dernières années. Je pense avec délectation à la tête des diplomates qui doivent avaler ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils n'ont pas dû apprécier, alors que c'est dans votre esprit très appréciable. Merci beaucoup Alain Minc. Bonjour. Le gouvernement a été constitué, le premier conseil des ministres a eu lieu hier. Est-ce qu'il reste encore une droite et une gauche avec ce gouvernement qui va piocher un peu tous azimuts? Avant de vous répondre, je ne voudrais pas que notre capacité d'étonnement s'émousse trop vite. Vous auriez reçu à cette table, il y a 6 mois, quelqu'un qui vous aurait dit Macron président, Édouard Philippe Premier ministre, Bruno Le Maire ministre de l'économie. Vous vous seriez dit, ce fou, je ne le recevrai plus jamais. Voilà un auteur de fiction. Voilà un auteur de fiction. Enfin, pour un bookmaker, c'était à 1 sur 1 million. Alors maintenant, on a ce territoire complètement neuf, à peine défriché. Est-ce qu'il reste une droite et une gauche? Il y a un mystère, c'est la disparition de la gauche. J'ai du mal à comprendre comment une grande tradition historique... Le PS, la gauche socialiste. La gauche socialiste, la gauche qui va de Blum à Mitterrand, parce qu'il reste une gauche Mélenchon, hein, qui est certainement en partie chez Mélenchon. Je veux dire, je pense qu'il y a une illusion Mélenchon et que cette gauche-là n'aura pas complètement disparu, même si elle va être balayée aux élections législatives. La droite, je pense qu'il y a 2 droites et qu'elles vont apparaître de plus en plus. Au fond, je ne sais pas si En Marche, ce nom de parti auquel il faut s'habituer, aura la majorité absolue. Mais de toute manière, maintenant, la droite est un salami, comme disait Staline.
s'il lui manque une tranche supplémentaire, Emmanuel Macron ira la découper en offrant un ministère de plus. Vous ne croyez pas que les Républicains puissent survivre aux élections législatives? Ça veut dire que, selon vous, il y aura une scission? Je pense qu'il y aura une scission, je pense qu'il y aura une droite dure qui demeurera, qu'un jour cette droite dure, quand le Front National aura muté, aura accepté l'euro et sera devenu une espèce de CSU à la française, créera une relation d'association et à l'évidence de coopération avec lui, et que c'est là qu'il y aura une opposition de droite. Mais